Quel est le secret pour progresser? Tout le monde parle de progrès, de développement personnel, de changement, de transition et j'en passe. Mais personne ne parle de ce qui fait vraiment la différence, l'exécution. Comment fait-on pour un jour regarder derrière et se dire « Ok, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai travaillé intelligemment, je suis devenu meilleur ». Ça fait des années que cette question me tourne dans la tête et visiblement, je ne suis pas le seul. La dernière fois, un ami me dit « Est-ce que t'as vu Kaizen, le film d'Inoxtag ?» Alors, pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte, Inoxtag c'est un youtubeur de 22 ans à l'époque qui a décidé de gravir l'Everest sans expérience en alpinisme avec 1 an de préparation. Il y est arrivé et a tout documenté dans un film. Je lui demande pourquoi il me demande ça. Et il me répond l'une des morales du film est que ce sont les micro-progrès répétés qui produisent des grandes transformations. Waouh, séduisant, simple, vendeur. D'ailleurs, le titre du film, Kaizen, est souvent résumé comme le principe de l'amélioration continue. C'est un concept japonais qui émerge après la Seconde Guerre mondiale et est adopté massivement par des entreprises dans un contexte de reconstruction industrielle. Chez Toyota, par exemple, il devient l'un des piliers du système de production. Tout employé du cadre à l'ouvrier est encouragé à proposer des améliorations. Le Kaizen repose sur 3 grands principes. Refuser le statu quo, préférer des petits pas aux grandes ruptures, et croire que le progrès vient du collectif et du terrain, pas du génie isolé. Mais c'est pas juste une notion économique, non. C'est un concept spirituel, qui dialogue avec une autre idéologie japonaise, le wabi-sabi. Une philosophie esthétique qui célèbre la beauté de l'imperfection, de l'impermanence et de l'incomplétude. Pourtant, si le wabi-sabi nous enseigne à adopter une posture d'acceptation de l'imperfection, le Kaizen nous apprend lui à adopter une posture d'action, en nous entraînant vers l'amélioration continue. En apparence, les deux s'opposent, mais en réalité, ils disent la même chose différemment. En gros, tu n'atteindras jamais la perfection, mais ça ne t'empêche pas de t'améliorer. Le Kaizen nous amène donc à revoir notre vision de l'amélioration, loin du changement radical et des grandes révolutions. L'imperfection est normale, la discipline prime sur la motivation. On ne compte pas sur les élans ponctuels, mais sur la répétition et les habitudes. Le temps devient alors notre allié. Le progrès n'est pas immédiat, mais le résultat cumulatif d'efforts répétés. Dans la vie quotidienne, ça donne faire 1% de mieux chaque jour, corriger les petites erreurs plutôt que de tout changer, installer des routines simples mais régulières. Alors, la théorie est belle, et si l'on peut critiquer certains aspects du documentaire de ce youtubeur, on ne peut que saluer le message. Ne soyez pas parfait, fixez-vous des objectifs et améliorez-vous un peu plus chaque jour et vous atteindrez l'excellence. Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, très peu de gens tiennent dans la durée. Parce que même si le processus est facilement applicable, ça demande un haut niveau de résilience, de dévouement, de patience et de soif de progrès pour pouvoir suivre assidûment le plan qui vous fera devenir meilleur. Preuve en est, ce jeune youtubeur a réussi à passer de non-alpinisme à gravir l'Everest. Et faire l'ascension du plus haut sommet du monde n'est pas à la portée du premier venu. Quand bien même vous avez l'argent, le réseau, les Sherpas ou l'oxygène à votre disposition. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que ça marche vraiment? Peut-on reprendre la structure de la philosophie du Kaizen et en faire une stratégie d'optimisation de la performance, que ce soit pour le sport, le travail ou autre? Et si l'excellence n'était qu'une accumulation de micro-ajustements? Eh bien cette idée, un homme en a fait une philosophie de management sportif, la théorie des gains marginaux. Et avec elle, il a changé le monde du cyclisme pour toujours, avant que la réalité lui présente l'addition. Aujourd'hui, je vous présente la carrière d'un entraîneur et directeur sportif de renom, celui qui a remis l'Angleterre sur le toit du monde aux Jeux Olympiques de 2008. Sir Dave Brailsford, vous écoutez Éternel. David John Brailsford naît le 29 février 1964 à Shardlow, un village du comté de Derbyshire en Angleterre. Vous avez bien entendu, le jeune David n'a techniquement qu'un anniversaire tous les 4 ans. Très vite, sa famille déménage à Dainiolen, au nord du pays de Galles.
C'est un ancien village ouvrier accroché au flanc des carrières d'ardoise de Snowdonia. Un environnement rude, marqué par le travail physique et le déclin industriel. Rien qui ne prédestine à révolutionner le sport mondial. Mais c'est un terreau qui forge le caractère entre pragmatisme, discipline et goût de l'effort. Son père est guide de haute montagne dans les Alpes. Première empreinte d'un environnement où la performance physique et la gestion du risque structurent le quotidien du jeune garçon. Comme tous les enfants de son âge, il voue une vraie passion pour le football. Mais à 15 ans, une blessure au genou met fin à cette pratique et à ses rêves de Coupe du Monde. Le médecin de famille l'oriente vers le vélo, afin de limiter les chocs tout en renforçant les muscles de ses jambes. Le jeune Dave ne sait pas encore que cette vocation contrainte va changer sa vie. Il découvre alors une autre façon de vivre le sport et passe de longues sorties avec son père, arpentant les routes humides et verdoyantes de l'arrière-pays gallois. Vers l'âge de 19 ans, il abandonne tout et part s'installer en France. D'abord à Grenoble, puis à Saint-Étienne afin de tenter une carrière de coureur amateur. Le jeune homme dont les rêves sont infinis se heurte très vite à la dure réalité du haut niveau. En 4 ans de compétition amateur, il arpente les courses les unes après les autres, étape après étape. Il astique les rivets, suce la roue, écrase les pédales, grimpe, colle et bosse, monte aux balustrades avec panache dans des échappées fantastiques, sans jamais devenir professionnel. Malheureusement, le Britannique n'a pas le niveau. Mais il engrange de l'expérience, nourrit sa culture du peloton et des méthodes d'entraînement. Il entrevoit ainsi sur le terrain les points forts et tous les axes d'amélioration à apporter à cette discipline si riche et pourtant en perpétuelle mutation. En 1987, il rentre au Royaume-Uni et s'inscrit au Chester College of Higher Education. Il étudie les sciences du sport et la psychologie, un diplôme rattaché à l'université de Liverpool. Puis il complète avec un MBA à Sheffield Hallam University. Double formation, sciences de la performance et management. Il n'est ni un ancien champion, ni un pur théoricien, mais il a déjà une vision très claire de ce qu'il peut apporter au monde du sport. Après ses études, il travaille un temps comme directeur des ventes export chez Planet X Bike, importateur et distributeur de vélos dans le Yorkshire. En 1997, il est recontacté par John Herety, directeur de l'équipe Neilson Tivoli et ancien cycliste professionnel que Dave avait rencontré durant ses études quand il était soigneur pour son équipe. Grâce à une commande de 200 vélos pour la Fédération britannique de cyclisme, British Cycling, relayée par John, il rentre dans la prestigieuse organisation, tout d'abord en tant que consultant externe, pour ses relations avec le marché du cyclisme. À ce moment précis, ce n'est pas une nomination en fanfare, mais une entrée discrète dans une équipe sans culture de la victoire sur route. Et le jeune Brailsford a la volonté de changer ça. Sous la direction de Peter Keane, ancien cycliste professionnel et directeur de la performance, il se voit confier davantage de responsabilités. Il devient ainsi directeur de programme. L'équipe nationale s'installe au Manchester Velodrome. L'infrastructure olympique est flambant neuve, et Brailsford impose très vite son style et son management. Sa culture, son expérience et sa vision lui valent très vite une belle réputation au sein de l'équipe. Il gravit rapidement les échelons et reprend le poste de directeur de la performance en 2003, après le départ de Keane. À ce moment précis, il construit minutieusement son système. Il entreprend d'améliorer tout ce qui peut être amélioré. Pas en modifiant toute la structure, non, mais en faisant évoluer positivement de 1% tout l'existant. Il commence par optimiser les éléments indiscutables, les programmes d'entraînement, puis la nutrition des athlètes, l'ergonomie des selles, le poids des vélos. Il fait de ce projet une véritable obsession, persuadé que l'agrégation des gains aussi marginaux soient-ils produira des effets colossaux sur le long terme. Il introduit un staff pluridisciplinaire. Psychologue, aérodynamiste, spécialiste du sommeil, nutritionniste, coach de la récupération. Ses équipes et lui recherchent ensemble des améliorations de 1% dans tous les domaines négligés par les autres équipes. Il peint les camions de la team en blanc pour mieux détecter la poussière sur les vélos. Son équipe et lui recherchent quel gel de massage permet la meilleure récupération. Il apporte des oreillers et des matelas de voyage pour standardiser le sommeil en déplacement. Il fait analyser la position des coureurs sur le guidon au centimètre près. Et en 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, la Grande-Bretagne décroche 2 médailles d'or en cyclisme, délivrant sa meilleure performance depuis 1908. Le signal est fort, le système Brailsford fonctionne. Lui qui ne jouit pas d'une carrière d'athlète professionnel en cyclisme et dont l'expérience d'entraîneur est minime, casse les codes et se retrouve propulsé au sommet du sport britannique.
Il est fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 2005. Mais dans le haut niveau, on dit souvent que le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, mais d'y rester. En 2008, la Grande-Bretagne et Dave Brailsford sont attendus de pied ferme. Le monde veut voir si l'audacieux entraîneur est capable de réitérer l'exploit de Pékin. 2 médailles d'or dans une discipline, c'est sûrement le rêve d'une vie pour un athlète ou un entraîneur. La Grande-Bretagne décroche cette année-là en cyclisme 14 médailles, dont 8 d'or. C'est l'explosion. Chris Hoy, Victoria Pendleton, Bradley Wiggins sur piste. La domination des Britanniques est totale. Dave Brailsford reçoit le BBC Sport Personality of the Year Coach Award, distinction précédemment attribuée à Sir Alex Ferguson ou Sir Clive Woodward. Il est fait commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique à la suite de ses exploits lors de Pékin. C'est à partir de ce moment-là que Dave Brailsford markete son système. L'agrégation des gains marginaux devient le fer de lance de l'entraîneur. En 2010, Sky, la chaîne de télévision de News Corp, crée une équipe professionnelle de cyclisme sur route. Brailsford est nommé manager. L'objectif est clair, remporter le Tour de France d'ici 5 ans. Tout est mis en place pour que le Britannique puisse prospérer. Budget sans équivalent sur le peloton, carte blanche sur le recrutement, supériorité massive des ressources. Il recrute dans la foulée Bradley Wiggins, déjà médaillé olympique sur piste, met en place son management par la data et transforme l'Anglais en grimpeur de grand tour. Ce travail de reconversion athlétique est remarquable, et seulement 2 ans plus tard, Wiggins remporte le Tour de France 2012. Premier Britannique de l'histoire. Il reçoit d'ailleurs le Vélo d'Or, une récompense attribuée chaque année depuis 1992 par Vélo Magazine au meilleur cycliste de la saison. Aux Jeux de Londres, la même année, la Grande-Bretagne réitère l'exploit, 8 médailles d'or en cyclisme. En janvier 2013, Brailsford est fait Knight Bachelor et devient Sir Dave Brailsford. Un autre Britannique, Chris Froome, prend la relève sur le Tour 2013 et le gagnera en 2015, 2016, 2017. Domination totale sur le cyclisme mondial. L'équipe Sky écrase le peloton. La méthode Brailsford est sans égale. Seulement, c'est ici que les premières fissures apparaissent. Wiggins, rétrogradé au rang d'équipier de Froome, décrit une structure de contrôle psychologique intense, une pression permanente, un environnement où la donnée et le résultat écrasent l'individu. C'est le premier signal que le système a un coût humain, et que l'optimisation totale n'est pas compatible avec tout le monde. La rupture entre les 2 hommes se fait de plus en plus marquée. L'homme devient outil, une variable dans un monde où la donnée prime sur l'esprit et le ressenti. En 2014, Brailsford quitte officiellement son poste de directeur de la performance à British Cycling pour se concentrer exclusivement sur la Team Sky. La célèbre équipe a beau dominer sur le Tour de France et le monde du cyclisme, la situation devient de plus en plus critique en interne. En avril 2016, Shane Sutton, directeur technique de British Cycling et bras droit historique de Brailsford, démissionne après des accusations de sexisme et de discrimination envers la coureuse Jess Varnish. Une enquête interne conclut que des propos discriminatoires ont bien été tenus. Victoria Pendleton et Nicole Cook parlent d'un iceberg institutionnel. Emma Pooley, coureuse professionnelle, pointe publiquement Brailsford comme responsable d'une culture de la peur au sein du programme de haut niveau. Les mots sont forts, les tensions sont palpables. En octobre 2016, le groupe de hackers Fancy Bears révèle que Wiggins a obtenu des AUT, autorisation d'usage thérapeutique pour utiliser du tramsinolone, un corticostéroïde interdit en compétition, avant les tours 2011, 2012 et le Giro 2013. Cet usage légal sous AUT soulève une question centrale. Cette exemption médicale était-elle utilisée pour traiter une pathologie réelle ou pour optimiser la performance ? Nouveau scandale dans le monde du cyclisme, déjà victime d'une image plus que controversée sur le sujet du dopage. Dans la foulée, le Daily Mail révèle qu'un colis mystérieux avait été acheminé par Simon Cope, employé du British Cycling, depuis Manchester jusqu'à l'équipe Sky, lors du Critérium du Dauphiné 2011, remporté lui aussi par Wiggins.
le cycliste est jeté en pâture à la presse et au tribunal public. Ce dernier, dans une position impossible, est le bénéficiaire présumé du colis. Wiggins écrira plus tard dans The Chain que l'épisode du colis a été la pire période de sa vie. Brailsford déclara ne pas avoir été mis au courant sur le moment. Il conduit une enquête interne pendant des mois sans révéler le contenu publiquement. Convoqué devant la commission parlementaire, il finit par déclarer que le colis contenait du flumicil, un décongestionnant en vente libre. La commission parlementaire juge cette explication implausible pour le moins. Le soupçon porte sur la triamcinolone administrée sans AUT, ce qui constituerait une violation grave du système antidopage. Ce qui se construit ensuite entre les deux hommes, c'est une guerre froide. Des factions se forment, des menaces voilées de rendre publiques certaines informations circulent entre plusieurs figures du British Cycling et Team Sky, avec une logique de destruction mutuelle assurée si l'un des deux parle. Mars 2018. Le rapport parlementaire est publié. Conclusion, Team Sky a utilisé des médicaments dans les règles de l'Agence mondiale antidopage pour améliorer les performances de ses coureurs et non pour traiter un problème médical. La commission conclut que l'équipe a franchi une ligne éthique. Brailsford est alors accusé d'avoir menti sur plusieurs points devant le Parlement. La chute est terrible. Puis s'ensuit l'affaire Froome en 2017-2018. Ce dernier est contrôlé positif au salbutamol, un bronchodilatateur lors de la Vuelta 2017. Il affiche une concentration 2 fois supérieure au seuil autorisé. Il est finalement blanchi en juin 2018 par l'Union cycliste internationale qui accepte son explication physiologique. Brailsford défendra son coureur publiquement tout au long de la procédure, mais le blanchiment reste très controversé dans le peloton. Ces multiples affaires désavouent la méthode des gains marginaux apportée par Brailsford et malheureusement questionnent fortement l'écrasante domination de la Team Sky. En mai 2019, Sky se retire du sponsoring. Ineos, le groupe pétrochimique de Jim Ratcliffe, rachète l'équipe. Elle devient les Ineos Grenadiers. Brailsford, lui, reste à son poste. Lors du Tour 2019, Egan Bernal devient le premier Colombien et le plus jeune vainqueur depuis 80 ans. C'est le 7e Tour gagné en 8 ans pour Brailsford. Malgré les nombreux scandales, le système tient toujours. Mais à partir de 2020, la domination s'érode. On entre alors dans l'ère Pogacar et Vingegaard. Ineos cherche un nouveau leader. Le système Brailsford n'a plus la même efficacité sans son coureur fétiche Chris Froome, qui n'a jamais su revenir à son niveau à la suite d'une terrible chute. 2023-2024, Jim Ratcliffe rachète une part de Manchester United. Brailsford, lui, intègre le comité de direction du club. Il tente d'y appliquer sa philosophie des gains marginaux, mais les résultats sont plus que mitigés. Le football est un jeu collectif et un système trop complexe duquel dépendent de nombreuses variables humaines incontrôlables pour se prêter à la même méthodologie. Mais du coup, est-ce que la méthode des gains marginaux de Dave Brailsford fonctionne vraiment ? La réponse honnête, c'est oui et non. Oui, parce que les résultats sont là. Les médailles d'or, les Tours de France, la domination d'une décennie sur le cyclisme mondial, on ne peut pas effacer ça d'un revers de la main. Le système a produit ce qu'il promettait. Seulement, quand Team Sky a démarré sur route en 2010, les premières courses sont mauvaises, très en dessous des attentes. Et l'analyse qu'en fait Brailsford, selon ses mots, c'est qu'on était concentré sur les petits pois, pas sur le beefsteak. Ils étaient tellement obsédés sur les détails, les oreillers, les camions blancs, les gels de massage, etc., qu'ils avaient oublié l'essentiel. Le cœur du métier, la course elle-même. Et ça, c'est lui qui le dit. Et c'est là que la théorie commence à montrer ses failles. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Sky avait le budget le plus important du peloton, que Froome était un athlète hors norme, que les coureurs qui ont gagné ces Tours de France ne sont pas le produit des oreillers et des camions blancs. Ce sont des phénomènes physiques rares, entourés d'un système qui les a optimisés. Mais sans eux, le système ne gagne rien. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que les gains marginaux ont fait gagner Sky ? Ou est-ce que Sky aurait gagné de toute façon et les gains marginaux ont simplement fourni une belle histoire à raconter ? C'est le problème de la causalité. On ne peut pas isoler les variables, on ne sait pas ce qui a vraiment fait la différence. Et une théorie qu'on ne peut pas falsifier, c'est une théorie qu'on ne peut pas vraiment prouver. D'ailleurs,
L'économiste Tim Hartford l'a formulé clairement. Les gains marginaux comptent, mais ce sont les game changers qui transforment. Les 1% s'accumulent, mais ce sont les ruptures qui font basculer l'histoire. Un coureur exceptionnel, une innovation tactique radicale, un changement de paradigme. Brailsford a eu les deux. Il a construit un système d'optimisation rigoureux et il a eu Wiggins et Froome. Le storytelling retient le système parce que c'est ce qui vend, ça s'enseigne dans les MBA, ça se met en slide pour les conférences corporate, etc. Mais un athlète d'exception, ça ne se duplique pas. Vous pouvez mettre le meilleur système en place, vous pouvez suivre à la lettre le même entraînement que Messi ou Ronaldo pendant des années, vous deviendrez sûrement de bons footballeurs, vous ne serez jamais ces derniers. Et c'est là que le mythe prend le dessus sur la réalité. La légende du célèbre entraîneur Sir Dave Brailsford demeurera à jamais éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur un entraîneur pas comme les autres. Il a su créer et fédérer un système autour de lui qui est aujourd'hui l'une des méthodes les plus connues du management et du coaching. Le principe des gains marginaux est honorable dans son intention. Parce que progresser par accumulation, ne pas chercher la transformation soudaine et s'améliorer de façon durable, pour quelqu'un qui débute en sport ou dans n'importe quelle discipline, c'est probablement la meilleure façon de s'y mettre sans se brûler. Et si le succès de Brailsford n'est pas dû uniquement à son système, il n'a pas menti, il a simplifié. Il a pris la partie la plus séduisante de la vérité, la plus reproductible, la plus commercialisable, et il en a fait une philosophie universelle. C'est normal, c'est humain. Ce qui nous amène à nous, à ce que vous, derrière ce casque, ou ces écouteurs, ou dans votre voiture, vous retenez de ça. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si Brailsford a raison ou tort. La vraie question, c'est ce qu'on fait de cette idée quand on la sort du cyclisme et qu'on la ramène à notre vie. Aujourd'hui, les débutants qui se mettent au sport ont de plus en plus d'outils à leur disposition. Les montres, les anneaux, les lunettes connectées qui nous fournissent tout un tas de données et l'IA qui en fait des analyses. À tel point qu'au début c'est super pour commencer, mais à la fin, la data prime sur notre propre conscience. Et c'est là que ça devient une dérive, le moment où la mesure remplace notre jugement. Exemple simple. On vous dit que le repos est aussi important que l'entraînement. C'est une vérité. Vous vous levez le matin, vous vous sentez bien, et votre montre affiche un score de sommeil de 47 sur 100. Et d'un coup, vous vous dites qu'il vaut mieux se reposer aujourd'hui et ne pas faire trop d'efforts. Sans vous en rendre compte, ce n'est plus la donnée qui informe une décision, elle la prend à votre place. Vous abdiquez votre propre ressenti au profit d'un algorithme. Et les études le montrent. Afficher un mauvais score de sommeil crée une fatigue subjective, indépendamment de la qualité réelle du repos. La mesure devient auto-réalisatrice. Et des exemples comme ça, je peux en citer des centaines. C'est exactement ce que Brailsford a construit en grand. Un système où la donnée prime sur le ressenti de l'individu. Et Wiggins a très bien décrit à quel point ça broie les gens. Dans notre société moderne, et surtout sur les réseaux, on cherche absolument à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est très bien. Seulement, on se retrouve à tout optimiser, tout mesurer. Notre sommeil, notre to-do, notre temps de travail, nos temps libres, nos relations, nos séances, et j'en passe. Ça amène parfois à plus d'anxiété que de bien-être. La mesure et la data doivent servir pour comprendre, pas pour obéir. L'amélioration continue est une discipline de long terme. Ça exige de l'humilité sur ce que les chiffres peuvent et ne peuvent pas capturer. Rappelez-vous qu'un outil de mesure ne peut mesurer que ce pourquoi il est fait. Il ne pourra pas mesurer votre niveau de bien-être ou si vous appréciez une discipline ou une séance de sport, et il ne pourra pas vous donner l'envie de vous entraîner ni de progresser. Un outil reste un outil. Un marteau sert à planter un clou. Le marteau n'est pas le but. La charpente construite est le but. Si vous passez vos journées à admirer votre marteau, à le mesurer, à comparer son poids avec d'autres marteaux, vous n'avez rien construit. Voilà pourquoi il faut apprendre à se connaître avant d'apprendre à mesurer. Parce que ce qui dure, ce ne sont pas les méthodes ou les outils, ce sont les habitudes qu'on choisit de tenir quand personne ne regarde et qu'aucune montre ne mesure. Alors ne confondons pas l'outil et l'essentiel. Brailsford le disait lui-même, on était focalisé sur les petits pois, pas sur le beefsteak. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, nous suivre sur Instagram et autres plateformes,
Likez, commentez, partagez, ça m'aide énormément. Je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci énormément de tous vos retours, vos commentaires. Merci du soutien. Et à très vite dans Éternel.